Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. En 1513, un fonctionnaire florentin au chômage rédige un court traité destiné à un prince qu'il espère impressionner ou auquel il doit quelque chose. 5 siècles plus tard, son nom est devenu un adjectif et un malentendu. Machiavélique évoque la ruse, la tromperie, le cynisme calculé. Je suis tombé par hasard sur un article de David Shaw, publié début de l'année 2026, qui montre que le lien entre Machiavel et leadership mérite un examen beaucoup plus sérieux que cette caricature. La première chose qu'on doit se poser comme question, c'est la question de la transférabilité. Puisque, alors ça fait au moins 25 ans, l'article que j'ai là, c'est 1999, avec 2 personnes qui argumentent que les théories politiques ne s'appliquent pas aux entreprises. Parce que un citoyen, un employé, c'est pas la même chose. Parce que les organisations ont des objectifs explicites, les entreprises clairement commerciaux, alors que l'État, l'objectif, c'est pas si clair. Et puis, par exemple, les contributions individuelles sont beaucoup évaluées dans le privé, moins fréquemment, régulièrement dans le public, même si ça commence à être le cas. En tout cas, les contributions individuelles semblent moins compter au niveau de l'administration d'un canton, de la confédération par exemple, voire même communalement, que par exemple pour les autorités politiques justement. Alors, on pourrait rétorquer que ce sont des différences de degré, pas de nature, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de nature essentielle entre une organisation commerciale, d'une entreprise par exemple, et puis un État. Pour moi, ce qui pour l'instant, ça ne veut pas dire que je ne changerai pas d'avis, va me convaincre qu'on peut effectivement transférer les enseignements de Machiavel aux entreprises, c'est que Machiavel écrit avant l'arrivée sur le marché des idées, de l'entreprise, de la corporation, etc. Avant l'accumulation de présupposés qui entourent le leadership aujourd'hui. Et donc, il est intéressant parce qu'il écrit à un moment où on n'a pas encore publié 2 385 244 bouquins sur le leadership. Ce que c'est, comment ça marche, etc. Et donc, en fait, ça lui permet de voir des choses qu'à mon avis, aujourd'hui, on ne voit plus. Et c'est ce que dit David Shaw dans son article. Alors, le triangle machiavélien, le cœur du prince, c'est 3 concepts essentiels. Virtu, occasione, fortuna. On va les regarder, les 3, l'un à la suite de l'autre. Le premier, la virtu, c'est pas tant la vertu des moralistes français. C'est plutôt quelque chose comme l'énergie de la volonté. C'est plus proche de la volonté de Schopenhauer, ou même de l'élan vital de Spinoza, voire même, le conatus de Spinoza, ou même le désir, la volonté vers le pouvoir de Nietzsche. On est plus dans cette espèce d'énergie intérieure, d'une disposition au courage, à la décision, à la préparation. Machiavel, lui associe la force d'âme, la discipline, le sens du moment. Et on y reviendra. Mais ce qui est intéressant avec Machiavel, c'est qu'évidemment, en 1513, il considère que cette disposition est relativement fixe. En gros, on l'a ou on l'a pas. Et si on en a une, elle est dirigée vers un certain type d'occasion. Les dirigeants font du leadership de façon constante, mais avec, je dirais, presque un modèle, et peinent à s'adapter quand les circonstances changent. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais Machiavel a fait beaucoup de commentaires historiques, en particulier les commentaires sur des écrits qui datent de l'époque romaine, dans lesquels il évalue, il étudie les comportements des différentes personnes, etc. Un peu comme fait toute la clique, ils l'ont tous fait, Aristote aussi, pour voir qu'est-ce qui fait finalement un vrai leader. Vous voyez que la littérature d'aéroport, il y en avait déjà quand il n'y avait pas d'aéroport. Et donc ce qui est intéressant, c'est que
lui, il arrive à la conclusion, entre guillemets, que cette disposition, elle est fixe. Il dit, Machiavel, qu'aucun leader n'a de vertu assez souple pour répondre au retournement de situation. Ceux qui réussissent, finalement, ils ont rencontré une époque ou une situation qui correspondait à ce qu'ils étaient déjà. Alors, c'est clair que la neuroplasticité, en 1513, c'était pas un concept. Aujourd'hui, grâce aux neurosciences en particulier, on sait qu'il y a possibilité d'adapter son cerveau, de développer de nouvelles connexions neuronales, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes psychologiques? Ça, je ne suis pas encore tout à fait sûr, mais ce qu'on peut retenir, disons, de cette idée de virtu, c'est que il y a une énergie à mettre à disposition de la mission concert en tant que leader, en tant que responsable organisationnel, comme le prince, comme les princes l'étaient à l'époque. Il faut avoir cette espèce de vertu de feu intérieur, de feu interne. Hein, je vous redonne un peu les mots. Courage, décision, préparation, force d'âme, discipline, sens du moment. Il faut les avoir ou les développer. Sinon, c'est extrêmement difficile de survivre. Et on verra tout de suite pourquoi. Donc ça, c'est le premier pilier, la virtu, la vertu. Le deuxième pilier, c'est l'occasione, qui vient du latin occasio, évidemment, qui est le bon moment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà parlé de cette occasion. Vous vous souvenez, dans les derniers épisodes, on a parlé du kairos, qui est le bon moment grec. Et le bon moment et le bon endroit. Et donc, Shaw, l'auteur de l'article, mobilise l'Iliade pour illustrer cette précision. Il y a plusieurs héros grecs qui frappent au bon endroit, au bon moment. Alors, ce sont des actes de guerre, mais c'est cette idée de savoir saisir l'occasion dans laquelle quelqu'un ou quelque chose va être prêt. Ça peut être pour une promotion, c'est pas obligatoirement pour licencier quelqu'un ou fermer une division, mais c'est aussi l'instant dans lequel une personne est prête, ou le moment mûr, où on sent que l'organisation est prête à accepter, où on sent que ma responsable des ressources humaines est d'accord d'aller dans telle direction. Donc, cette occasion, c'est la rencontre de la virtu et de la fortuna. Parce que cette fortuna, elle est irréductible. Machiavel estime qu'elle gouverne au moins la moitié de nos actions. Les contre-exemples aux théories machiavéliennes, Machiavel leur dit non mais c'est pas des contre-exemples, c'est juste que la chance, la fortune est différente. C'est pas une espèce de résidu à éliminer par la méthode, c'est une donnée structurelle du jeu de pouvoir. Et donc, l'occasione, ce bon moment, c'est la rencontre entre, d'un côté, cette vertu, cette énergie de la volonté, et l'occasion. Et c'est cette rencontre qui fait, on dit l'occasion fait le larron. On ne croit pas si bien dire. Mais ce que ça veut dire aussi, du coup, c'est que le rapport entre Machiavel et le leadership, il est là. C'est que la compétence sans l'occasion reste invisible. Et l'occasion sans la compétence passe en vain. Il y a certainement des dizaines de milliers de Beethoven, de Mozart, de Picasso, de Nureyev, qu'on ne connaîtra jamais, parce que l'occasion n'est pas passée par là. Si vous regardez, c'est plein d'exemples, j'en ai un qui me vient à l'esprit maintenant, c'est le tournoi des candidats pour le championnat du monde des échecs. Il détermine la personne qui aura le droit de challenger, comme à la boxe si vous voulez, la boxe sur échec, qui aura la possibilité de challenger le vainqueur. Eh bien, le champion du monde, c'est un gamin, entre guillemets, c'est un très très jeune homme qui doit avoir entre 18 et 20 ans. Eh bien, il le raconte très bien, il dit... Par hasard, mon père, alors aimait les échecs, mais par hasard, il y a eu un tournoi, puis par hasard machin, puis par hasard ça. Et ça, pour Machiavel, c'est essentiel. S'il n'y a pas d'occasion, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de leadership. Et donc, on verra que ça a des conséquences pour nous et pour toute notre belle industrie du leadership en particulier. Alors, je reviens à l'introduction, le machiavélique. Alors, dans l'usage courant, être machiavélique, ça veut dire quoi ? C'est mentir, c'est manipuler, c'est tricher, c'est n'avoir aucun scrupule. Ce qui est très intéressant, c'est que si vous lisez Le Prince, vous verrez que Machiavel refuse explicitement la vertu à un personnage, tyran Tyracuse, parce que trahir ses amis, massacrer ses concitoyens, ne saurait être appelé virtu. Ça, c'est la première chose. Donc, Machiavel lui-même refuse cette vertu, cette capacité, cette énergie de la volonté, à quelqu'un qui fait du mal pour faire du mal.
Deuxième chose, la fameuse formule « mieux vaut être craint qu'aimé », que vous connaissez peut-être, qu'on attribue correctement à Machiavel, est toujours citée sans la fin. La citation complète, c'est « mieux vaut être craint qu'aimé si vous ne pouvez être les deux ». Si vous ne pouvez être les deux. C'est-à-dire que, à choisir, bien sûr qu'on va vouloir être aimé. Machiavel reconnaît que c'est plus puissant, que ça va plus loin. Mais il y a des gens, et ça nous sommes obligés de le reconnaître, on n'est pas en train de faire de l'angélisme organisationnel. Il y a des gens qui voudront vous faire tomber. Il y a des gens qui voudront votre mort professionnelle. Il y a des gens qui vous voudront du mal. Et certaines fois, de temps en temps, il faut bien admettre que la peur fonctionne. C'est une caractéristique de l'esprit humain. Et donc, finalement, la position éthique de Machiavel, c'est qu'un dirigeant qui refuse tout acte moralement inconfortable sera probablement incapable de poursuivre, même les fins morales de sa propre fonction. C'est pas une question de cynisme, c'est du réalisme dans les conditions d'exercice du pouvoir. Alors évidemment, la question éthique de jusqu'où est-ce que je vais, on en a déjà parlé ici dans ce podcast. Si vous voulez étudier ça de manière fun, regardez la série Borgen sur Netflix. La première ministre norvégienne, danoise, elle passe par ce moment dans lequel elle se pose pas la question, justement, parce qu'elle bascule du côté le pouvoir pour le pouvoir. Et donc, c'est ce qui fait que refuser tout acte moralement inconfortable, pas répréhensible, inconfortable, est vraisemblablement une erreur quand on est un prince. Autre angle mort, ce que Machiavel ne dit pas mais qu'il n'aurait pas pu dire, c'est qu'il est structurel celui-là, le prince est tout seul. Il n'y a pas de dynamique collective, il n'y a pas de développement des personnes, il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de sécurité psychologique. Le modèle ne descend pas en dessous du niveau stratégique. Quoi. C'est pas un reproche, c'est une délimitation qui devrait justement protéger contre le contresens le plus fréquent, instrumentaliser Machiavel et le prince pour justifier le management toxique au quotidien. Or, c'est pas du tout ça le point. C'est pas du tout ça le point. Machiavel n'avait pas de développement organisationnel. Il n'avait pas de sécurité psychologique. Il n'avait pas de psychologie. La psychologie, elle est née à peu près au début du XXe siècle, à peu de choses près. Donc, toutes ces idées-là sur le fonctionnement de l'esprit humain, Machiavel ne les avait pas. C'est ce qui fait que certaines des conclusions auxquelles il arrive, évidemment, sont erronées. Mais c'est ce qui rend justement son discours intéressant par rapport à ce que le leadership est et par rapport à ce qu'elle n'est pas. Et c'est intéressant parce que tous les modèles de leadership, de gouvernance partagée, par exemple, dont on a parlé avec Laurent il y a pas longtemps, sont des modèles que j'aimerais bien des fois retourner en 1513 pour poser la question à Machiavel, ce qu'il pense de la gouvernance partagée. Comment lui voit ça? Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que lui-même, dans les commentaires sur les écrits de Tite-Live, dit que la République a de gros avantages sur la principauté, parce que justement, la République est gouvernée par plusieurs, alors que la principauté n'est gouvernée que par un seul ou une seule. Et donc, on voit que même lui, quelque part, sans psychologie, sans sécurité psychologique, reconnaît le fait que gouverner à plusieurs, c'est quand même plus simple. Pourquoi la littérature moderne est-ce qu'elle voit si mal ce que Machiavel voyait clairement il y a 5 siècles? En gros, Machiavel dit la moitié du leadership, c'est de la chance. L'autre moitié, c'est la rencontre entre l'opportunité et la virtu. Et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est la virtu, en gros. Et puis savoir saisir l'occasion, le kairos. Bon. Eh bien, la leader moderne, elle voit ça différemment. Pourquoi? Parce qu'elle a intérêt à le faire. Et ça, c'est très bien documenté. Le leader-centrisme est entretenu par des intérêts convergents. Les autobiographies glorifient. Ça fait toujours du bien quand on est Jack Welch de dire « My method », moi j'ai fait comme ça. The 7 Habits of Successful People. D'accord. Les biographies confirment. L'industrie de la formation a besoin de promesses. Et les consultants offrent des méthodes bien, on dit en anglais formulaic, ça veut dire bien linéaires, dans leur désir d'injecter de l'incertitude. On vient à l'entreprise dire voilà, ma méthode, elle va fonctionner. Mais tout cet écosystème a intérêt à présenter le leadership comme un problème résoluble par la méthode, la formation, par le coaching. Or, ce n'est absolument pas le cas. Ce qu'on peut développer chez les gens, c'est la vertu, c'est la capacité à lire ces signaux faibles,
pour pouvoir faire du kairos, mais pour le reste, Machiavelli Leadership, c'est une autre proposition. C'est celle d'un auteur qui avait la lucidité de dire que la moitié du jeu échappe aux joueurs. C'est pas pour décourager la préparation, mais au contraire, pour insister sur l'importance de la préparation pendant les périodes de calme. Et que la préparation sérieuse commence par accepter ce qu'on ne contrôle pas. Mais ça, vous, chers auditeurs, chères auditrices, vous le savez déjà, puisqu'on a parlé des 3 cercles de Covey, etc., dans ce podcast. Conclusion, j'ai dépassé mes 15 minutes. Conclusion avec Dune. Un de mes chouchous. Vous savez que j'ai plusieurs séries, films, bouquins que j'affectionne particulièrement, Seigneur des Anneaux, Dune. Dans une scène du premier film de Denis Villeneuve, donc sur Caladan, ils sont encore sur la planète d'origine, la famille de Leto Atreides dit à son fils Paul, « A great man doesn't seek to lead, he is called to it, and he answers. » En français, un grand homme ne cherche pas à diriger, il y est appelé et il répond à cet appel. Alors, on est dans le kairos. C'est pour ça que j'ai commencé avec cette citation. On est dans « il répond à cet appel », c'est « il saisit l'opportunité, l'occasion, avec sa vertu ». Mais on est aussi un peu dans le leadership héroïque, qui fait chavirer les cœurs et les votes. Il va nous sauver. Il va « make America great again ». Ce qui est très intéressant, c'est que cette citation est une invention de Villeneuve. C'est lui et les co-écrivains du script, du scénario, qui l'ont inventé. Frank Herbert, l'auteur des livres, lui, ne l'aurait jamais dit. Il y a une raison bien simple. Voilà ce que dit Herbert. The bottom line of the Dune trilogy is beware of heroes. Much better to rely on your own judgment and your own mistakes. En français, le message essentiel de la trilogie Dune est le suivant. Méfiez-vous des héros. Mieux vaut se fier à son propre jugement et à ses propres erreurs. Et quelques années plus tard, il ajoute Dune was aimed at this whole idea of the infallible leader, because my view of history says that mistakes made by a leader or made in a leader's name are amplified by the numbers who follow without question. En français, Dune s'attaquait à cette idée du dirigeant infaillible, car selon ma vision de l'histoire, les erreurs commises par un dirigeant ou commises en son nom sont amplifiées par la multitude de ceux qui le suivent sans poser de questions. À bon entendeur, et à la semaine prochaine. Ciao.